Bienvenue à vous tous. Cette émission est la première d'une série de 13 émissions que je vais avoir le plaisir de passer en votre compagnie. Cette série est consacrée à un cours de calcul différentiel et intégral. Son titre, Calculo ergo sum, est calqué sur la formule célèbre de René Descartes, Cogito ergo sum, je pense, donc je suis, qui devient donc pour nous, je calcule, donc je suis. Certains diraient de nos jours que l'on n'est pas grand-chose si l'on ne connaît pas les éléments de mathématiques utilisés dans des domaines de la connaissance aussi divers que la physique, l'économie et les sciences humaines en général. Le calcul différentiel et intégral, le calculus, comme on l'appelle aussi, ne date pas d'hier. Il traite de problèmes qui intéressaient déjà les philosophes et mathématiciens de l'Antiquité, tels que Archimède et Eudoxe. C'est au XVIIe et au XVIIIe siècle, cependant, qu'il a pris ses lettres de noblesse et sa forme moderne. Les historiens des mathématiques s'accordent pour considérer que ce sont l'anglais Newton et l'allemand Leibniz qui, concurremment et indépendamment, ont développé le calculus moderne. Bien sûr, de nombreux autres mathématiciens, de toute nationalité, ont ultérieurement contribué à son développement. Ce cours comportera 13 émissions d'une durée de 1 heure chacune. Il correspond aux 3 premiers mois d'enseignement de mathématiques universitaires de première année donnés dans la plupart des universités nord-américaines. Il donne droit généralement à 3 crédits universitaires. Vous avez, si vous le voulez, la possibilité de vous inscrire officiellement à ce télécours. Pour comprendre ce cours, il faut posséder un niveau mathématique correspondant au moins à celui de la classe de 12e des écoles secondaires de l'Ontario. Pour vous aider dans votre travail, nous vous conseillons de vous procurer le manuel qui a été rédigé pour accompagner ce cours. J'ai avec moi en studio 3 de mes étudiants qui, tout au long de cette série, participeront en posant des questions et qui nous aideront dans la compréhension de la matière enseignée. Il s'agit de Jonas. Bonjour Jonas. De Shadi. Bonjour Shadi. Et de Bardia. Bonjour monsieur. Merci encore d'avoir accepté de participer à ces émissions. Nous allons aujourd'hui commencer le cours par un chapitre essentiellement de révision. Il s'agit de réviser des notions apprises à l'école secondaire, de revoir des définitions et un certain nombre de notations dont nous aurons besoin plus tard. Le titre de l'émission est « Nombres réels et fonctions ». Cette émission va être divisée en 3 grands blocs. Le premier bloc traitera des ensembles et nombres. Le second traitera des axiomes des nombres réels. Et le troisième, des fonctions. C'est tout à fait naturel puisque le calculus traite en général des propriétés des fonctions réelles, de variables réelles. Donc il faut rappeler ce qu'est une fonction, ce que sont les nombres réels. Et avant de parler des nombres réels, il est bon de parler d'ensemble car l'ensemble des réels n'est qu'un exemple d'ensemble. Nous allons maintenant détailler un petit peu la première partie, le premier bloc. Il y aura 5 sections dans le premier bloc, une section de définition et notation, une section de partie d'un ensemble, une section sur le produit cartésien de 2 ensembles, une section sur les ensembles de parties d'un ensemble et une courte section sur les quantificateurs, les implications et les équivalences logiques. Vous êtes prêts? Alors, je commence la première partie. Un ensemble est une collection d'objets qui sont réunis ensemble parce qu'ils ont quelque chose en commun, une propriété en commun. J'ai parlé d'objets. Est-ce que vous connaissez un mot équivalent, synonyme? Élément. Élément est un bon mot. Un autre mot? J'allais dire le même. Oui. Un autre mot, parfois, c'est le mot point. Il est bon, en effet, de représenter les éléments d'un ensemble par les points situés à l'intérieur d'un domaine fermé, comme celui-ci, l'intérieur d'un rectangle. Nous allons désigner cet ensemble par une lettre majuscule, grand E, et les 4 points de cet ensemble, les 4 éléments, par les notations x1, x2, x3 et x4.
Pour écrire cet ensemble grand E, il sera commode d'utiliser des accolades et de placer entre ces accolades la liste des éléments, donc x1, x2, x3, x4. Bien sûr, vous comprenez que si le nombre d'éléments est très grand, ou s'il y a même une infinité d'éléments, il serait impossible d'en tracer la liste complète. C'est pourquoi il existe une deuxième méthode pour définir un ensemble. On utilise parfois ce qu'on appelle la définition en compréhension, qui mentionne une propriété satisfaite par un élément quelconque de l'ensemble. Donc E est l'ensemble de ces x tel que x satisfait à la propriété caractéristique grand P des éléments de l'ensemble. Un ensemble, comme je l'ai déjà indiqué, peut avoir un nombre fini ou un nombre infini d'éléments. Lorsque le nombre est infini, on distingue souvent deux types d'infinité, deux cas. Il se peut que le nombre soit infini mais dénombrable. Savez-vous ce que ça veut dire, infini et dénombrable? On peut les compter. C'est ça, on peut les compter. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre les éléments de l'ensemble et les nombres 1, 2, 3, 4, etc. Et bien sûr, un ensemble peut être infini et non dénombrable. Pouvez-vous me donner un exemple d'ensemble non dénombrable? Tous les points du tableau, par exemple. Oui, par exemple, si l'on parle de tous les points situés à l'intérieur de ce rectangle, il est bien évident qu'il y en a une infinité et qu'on ne peut pas les compter. Il est commode de représenter par un symbole spécial un ensemble dans lequel je ne place rien, un ensemble qui ne contient rien. On l'appelle l'ensemble vide. Le symbole particulier, c'est celui-ci. Donc, ensemble vide, il y a deux notations possibles. Puisqu'on parle de notation, il est très commode en mathématiques d'utiliser des abréviations, une sorte de sténographie de la théorie des ensembles. Le symbole que j'ai utilisé ici, par exemple, point-virgule, signifie tel que. Certains auteurs utilisent la barre verticale au lieu du point-virgule. Connaissez-vous la signification de ce symbole que vous avez déjà rencontré à l'école secondaire? Quel que soit. Quel que soit, c'est ça, quel que soit, je l'écris. Un autre symbole voisin est celui-ci, une sorte de E inversé. Vous rappelez-vous de quoi il s'agit? Il existe. Il existe, c'est ça. Il existe dans le sens de... Il existe au moins un élément dans l'ensemble ayant certaines propriétés. Si vous vouliez nier cette propriété, si vous voulez dire qu'il n'existe pas, qu'est-ce que vous allez utiliser comme genre de symbole? Le même symbole avec... Le même symbole? Barré. Barré, c'est ça. De même, pour dire qu'un élément appartient à l'ensemble, on utilisera ce symbole particulier, une sorte de E majuscule, et pour dire qu'un élément n'appartient pas, le symbole sera le même, mais avec une barre. Nous verrons ultérieurement d'autres symboles utiles qui nous permettront ainsi d'avoir des formules mathématiques assez concises. Nous allons maintenant passer en revue des exemples très classiques d'objets que vous connaissez bien, les nombres, et les nombres, bien sûr, on les utilise constamment en mathématiques. Commençons par la famille de nombres la plus simple, celle que vous avez apprise déjà à l'école primaire, il y a très très longtemps, ou à l'école maternelle. De quel nombre s'agit-il? Les entiers naturels. Les entiers naturels, on les représente par une lettre spéciale, la lettre N, première lettre du mot naturel, et il s'agit de l'ensemble contenant 1, 2, 3, 4, etc., auquel on ajoute le nombre très spécial 0. Après les entiers naturels, qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Quel était l'ensemble suivant? Je vous donne le symbole. C'est Z, première lettre de Zahlen, qui veut dire nombre en allemand. Il s'agit des entiers relatifs. Les entiers relatifs, ce sont les entiers positifs ou négatifs et 0. Donc 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3,
hein, etc. Ensuite, il s'agit d'une famille de nombres que vous apprenez un peu plus tard à l'école, peut-être dans les grades 4, 5. C'est l'ensemble Q, les nombres rationnels. Les nombres rationnels, pouvez-vous me donner un autre nom pour nombre rationnel? Un nom équivalent à un nombre rationnel? Oh, vous connaissez ça, c'est les fractions. A sur B. Hein. Q est l'ensemble de toutes ces fractions A sur B, telles que A soit un entier relatif, B soit un entier relatif, et bien sûr, il faut poser la condition que B est différent de 0, car il n'est pas permis, comme vous le savez, de diviser par 0. Les nombres maintenant qui ne sont pas rationnels, comment les appelle-t-on? Irrationnel. Bien sûr, les irrationnels. Là, il n'y a pas de symbole universellement utilisé. Moi, j'utiliserai au début de ce cours le symbole Q avec un petit c qu'on peut prendre comme complément contraire des rationnels. Contraire des rationnels, donc les irrationnels. On ne va pas le définir en faisant la liste, mais on va donner des exemples de nombres irrationnels. Racine de 2 en est un, racine de 3, pas racine de 4, car racine de 4 serait seulement l'entier 2. Pi, que vous connaissez, car pi est utilisé pour la formule du périmètre du cercle ou de l'aire du cercle. Et un autre nombre que vous connaissez peut-être déjà, c'est le nombre E, qu'on utilisera comme base des exponentielles, 2, 718, 28, etc. L'ensemble suivant, qui sera le plus important, qui sera notre pain quotidien dans ce cours, c'est l'ensemble des nombres réels. Alors, l'ensemble des nombres réels, il est commode d'en donner une représentation graphique de ce genre, un axe, on appelle ça l'axe des réels, sur lequel on choisit une origine qui représente le point 0, une unité de longueur, donc un vecteur unitaire, voilà le point représentant le nombre 1, et en portant un certain nombre de fois ce segment, on arrive à définir 2, 3, 4, etc. Comme vous le savez sans doute, il existe une correspondance biunivoque entre les nombres réels et les points de l'axe. L'ensemble suivant, mais qui sera relativement peu utilisé cette année, c'est l'ensemble des nombres complexes. On l'utilise en analyse complexe, c'est-à-dire un domaine un peu plus avancé de l'analyse. Alors, pour terminer cette liste, nous allons parler des nombres de l'ensemble n étoiles. Alors, n étoiles, ce sont les naturels, comme ici, mais privés de 0, c'est-à-dire qu'il s'agit de 1, 2, 3, etc. De la même manière, on parlera des nombres réels privés de 0, ce sera R étoile. Ce sera très commode, par exemple, de supposer qu'un élément appartient à R étoile quand on veut diviser, puisque un diviseur ne peut pas être 0. Et finalement, nous parlerons rapidement de cet ensemble qu'on va rencontrer de temps en temps, R étoile plus, qui est l'ensemble des nombres réels privés de 0 et en plus positifs. Nous abordons maintenant la deuxième partie de ce premier bloc. Elle est intitulée « Partie d'un ensemble ». La meilleure manière de comprendre cette notion de partie d'un ensemble, c'est d'utiliser un diagramme de Venn, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Considérez que les points à l'intérieur de ce rectangle constituent l'ensemble grand S. Ce que je trace maintenant, c'est visiblement une partie de grand S. Les points de ce domaine sont des points de grand S. Représentons ce domaine par la lettre E. J'introduis un symbole maintenant supplémentaire de notre sténographie mathématique lorsque j'écrirai ce symbole que l'on lit E contenu dans grand F. Cela voudra dire que tout élément petit x de l'ensemble E est en même temps un élément de l'ensemble F. Donc la définition de cette notation est très simple. Elle signifie que pour tout x appartenant à E, on a x appartient à F.
Passons quelques instants à regarder quelques propriétés intéressantes de ce symbole d'inclusion. L'inclusion a la propriété d'être transitive. Ça veut dire que si E est contenu dans F, et si F est contenu dans G, je vais tracer G ici, quelle sera la conclusion de ces deux hypothèses? E est dans F, mais F est dans G, ça implique bien sûr que E est dans G. On a E contenu dans G. Je vais changer de crayon. Une autre propriété intéressante du symbole d'inclusion est la suivante. Si on a à la fois E contenu dans F et F contenu dans E, quelle sera, à votre avis, la conclusion? E égale F. En effet, tout point X de E est dans F, mais tout point X de F est dans E. Il y a alors identité, égalité entre E et F. Notez que c'est de cette manière que l'on montrera le plus souvent que deux ensembles E et F sont identiques. On utilisera la propriété d'inclusion réciproque. L'un inclut dans l'autre, l'autre inclut dans l'un. À partir de sous-ensembles, de parties d'un ensemble donné, il est possible de former de nouvelles parties en utilisant un certain nombre d'opérations. Nous allons parler de trois types d'opérations ici. La première sera l'opération intersection. Je donne tout de suite la définition. Considérez un ensemble E et un autre ensemble F, qui sont tous deux des parties de grand S. L'intersection, c'est cette partie commune à E et F. E intersection F sera le symbole utilisé pour cette partie commune, et il s'agit de l'ensemble des X appartenant à S, tel que X soit dans E et X appartiennent à F. Une autre opération importante est l'opération réunion. Utilisons un autre diagramme de Venn. Voici E à nouveau. Voici F, ils sont tous deux des parties de S. Ce que je vais assurer maintenant porte un nom que vous connaissez déjà, c'est la réunion de E et de F, et le symbole à utiliser est celui-ci, E, on lit union F, et la définition est très semblable à la précédente. Ensemble des X appartenant à S, tel que X appartient à E, mais alors on ne va pas dire et X appartient à F, on va utiliser une autre conjonction de coordination, on va dire ou. Donc rappelez-vous que intersection ça implique et union ça implique ou. Finalement, regardons l'opération complémentation, toujours sur un diagramme de Venn. Voici un ensemble E, et je assure ce qui est à l'extérieur. Qu'est-ce que sont les points de l'extérieur? Les points qui ne sont donc pas dans E. Eh bien, on les appelle les points du complémentaire de E, et la notation, ce sera E avec un petit c en haut, E complément. C'est par définition l'ensemble des X appartenant à S, tel que X n'appartiennent pas à l'ensemble E. Voilà pour les trois opérations classiques. Elles ont de nombreuses propriétés. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Propriétés de commutativité, de propriétés sans doute d'associativité, etc. Nous abordons maintenant la troisième partie de ce premier bloc consacré à la notion de produit cartésien.
soit E et F deux ensembles, pas nécessairement des sous-ensembles du même ensemble. On représente par la notation E croix F un nouvel ensemble dont les éléments ne sont ni les éléments de E ni les éléments de F, mais sont formés à partir des éléments de E et de F. Un élément de cet ensemble produit sera en fait une paire, c'est-à-dire un couple ordonné de coordonnées, disons, x et y, tel que x appartiennent au premier ensemble E et y au second ensemble F. Il y a un produit cartésien que vous connaissez sans doute déjà bien. C'est le produit R croix R que l'on représente en général par la notation exponentielle R2. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? C'est le plan. C'est le plan, c'est ça. Un élément de R2, c'est un point du plan. Un point du plan, comme vous le savez, a bien deux coordonnées, x et y. Prenez maintenant un sous-ensemble de R, on va l'appeler grand A, le voilà, et un autre sous-ensemble grand B de la droite réelle, par exemple ceci, et considérez la figure suivante. Je trace d'abord ces droites horizontales et ces droites verticales. Pouvez-vous me dire où se trouve, sur cette figure, le produit cartésien de A et de B? L'intersection? Voilà, c'est l'intersection. C'est ceci. Voici A croix B. On aura souvent l'occasion d'utiliser des produits cartésiens de ce type formés avec des sous-ensembles de R. Un autre produit cartésien que vous connaissez bien, bien sûr, c'est R2, pardon, R3. R3, ce serait dans l'espace habituel, l'espace de la géométrie analytique. Et plus généralement, on peut définir Rn, le produit cartésien Rn, c'est l'espace à n dimensions dont les éléments seraient des n-tuples avec n composantes, x1, x2, x3, etc., xn. Donc c'est Rn. Nous abordons maintenant la quatrième partie de ce premier bloc qui sera consacrée à une révision de la notion d'ensemble des parties d'un ensemble. Le meilleur moyen de comprendre cette notion, c'est peut-être de faire tout de suite un exercice. Considérez un ensemble E ayant seulement trois éléments, on va les appeler A, B et C. Nous allons définir un nouvel ensemble. La notation sera P de E ou encore 2 puissance E. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et les éléments de ce nouvel ensemble vont être tous les sous-ensembles possibles que l'on peut former à partir des trois éléments A, B, C de E. Alors visiblement, un exemple d'un tel élément de P de E, ce sera le sous-ensemble, la partie composée de petit a tout seul. Mais il y en a d'autres, et peut-être pourriez-vous m'aider à découvrir le reste de cette liste d'éléments. Est-ce qu'il y a un volontaire pour venir compléter cette liste? Jonas? Oui. Jonas? Tenez. Il y a B. B, en effet. C. La partie contenant C, oui. Il y a AB. Très bien. Il y a AC. Oui. Il y a BC. Oui. Très bien jusque-là. Il y a ABC. Bien sûr. Et Est-ce que enfin, c'est tout? Il y a l'ensemble vide. Ah, très bien. Il n'a pas oublié l'ensemble vide. Vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, merci, Jonas. Merci, monsieur. Alors, en effet, n'oubliez pas que l'ensemble vide est une partie de tout ensemble. Donc, l'ensemble vide est une partie de E et doit par conséquent figurer
parmi les éléments de P2E. Une petite remarque, on a écrit AB, mais on n'a pas écrit BA. Est-ce que c'est grave? C'est le même ensemble. C'est le même ensemble. Hein. L'ordre ne compte pas quand on écrit les éléments d'un ensemble. Alors, il y a une manière d'ailleurs systématique pour écrire les 8 éléments, vous voyez, il y en a 8, de cet ensemble. Il s'agit de faire un arbre bifurcant. Imaginez que A peut être choisi ou non choisi. Si je le choisis, c'est un trait plein. Si je ne le choisis pas, c'est un pointillé. De même, B peut être choisi ou non. Choisi ou non. En ce qui concerne C, de la même manière, C peut être choisi ou pas choisi, choisi, pas choisi, choisi, pas choisi, choisi, pas choisi. Combien y a-t-il de branches au total au bout de cet arbre? 4. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Par exemple, ici, on a choisi à la fois A et B et C, on a obtenu l'ensemble contenant ABC. Ici, on a choisi ni A, ni B, ni C, on a obtenu l'ensemble vide et les autres branches vous donneraient tous les autres sous-ensembles possibles. Est-ce que vous pourriez peut-être généraliser un petit peu ce genre d'exercice et me dire ce qui se passerait si E avait n éléments, n éléments dans E? On dit parfois que le cardinal de E est égal à n. Cardinal, ça veut dire nombre d'éléments. Quel serait alors le cardinal de P2E, le nombre d'éléments de P2E? 2 à la puissance n. C'est ça, parce que, de la même manière, le premier élément, on pourrait le choisir ou ne pas le choisir, le deuxième, le choisir ou ne pas le choisir, le énième, même chose. Pour obtenir le nombre total de sous-ensembles possibles, il suffit de multiplier 2 par 2 par 2, n fois, donc 2 puissance n. Très bien, maintenant, nous allons aborder la toute dernière partie de cette section, de ce premier bloc, et il s'agira d'une révision rapide de la notion de quantificateur, d'implication et d'équivalence logique. Pour ce qui est des quantificateurs, je les ai déjà mentionnés dans une autre partie. J'ai parlé en effet de quel que soit, qui porte le nom de quantificateur universel. J'ai parlé de il existe, qui est le quantificateur existentiel. Pour arriver à bien comprendre la notion d'implication, considérons deux ensembles, E et F. Supposez que E soit l'ensemble des X appartenant à un certain ensemble référentiel grand S, tel que X satisfait la propriété P. Maintenant, soit F un autre sous-ensemble, le sous-ensemble de ces X appartenant à grand S, tel que X satisfait à la propriété Q. J'utilise la lettre grand Q pour cette propriété. Si E est inclus dans F, pouvez-vous tirer une conclusion intéressante intéressant P et Q, concernant P et Q? P implique Q. C'est ça, P implique Q. Pourquoi? Parce que si X est dans E, donc satisfait P, et si E est inclus dans F, X est donc dans F, donc X satisfait Q. Ça veut dire que chaque fois que X satisfait P, il satisfait Q. Donc P implique Q. Si bien sûr, on avait P qui implique Q, mais dans l'autre sens, Q qui implique P, ça voudrait dire que E est identique à F. E égale F. E et F sont deux notations pour le même ensemble. Alors, rappelez-vous bien de la flèche, qui est l'implication, et de la double flèche, qui est l'équivalence logique. On en aura besoin à l'avenir.
Doté d'un esprit profondément religieux, Cantor proposa des théories qui rencontrèrent beaucoup d'opposition de la part de ses collègues, notamment à l'Université de Berlin. Toutefois, sa théorie des ensembles a su faire son chemin dans presque toutes les branches des mathématiques. Nous abordons maintenant le deuxième bloc qui est consacré aux propriétés des nombres réels et qui est intitulé les axiomes de R. Ce bloc sera divisé en 3 parties. La première s'attachera aux axiomes de corps de R. La seconde partie parlera des relations d'ordre sur R. Et la troisième partie de l'axiome de la borne supérieure. Passons tout de suite aux axiomes de corps de R. Il y en a 11. Le premier axiome indique que quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, il existe une somme pour ces deux nombres qu'on représente par A plus B et qui appartient à R. L'axiome suivant est l'axiome d'associativité. Pour tout A, pour tout B et pour tout C appartenant à R, on peut effectuer l'addition de deux façons différentes. A plus B calculé d'abord plus C donnera la même chose que A plus B plus C calculé séparément. L'axiome suivant est la commutativité. Il exprime le fait que pour tout A appartenant à R et pour tout B appartenant à R, la somme A plus B est égale à la somme B plus A, quel que soit l'ordre. L'axiome 4 exprime l'existence d'un élément particulier, 0, appelé à un élément neutre, qui est tel que, quel que soit A appartenant à R, 0 plus A est égal à A plus 0 égale à A. L'axiome suivante exprime le fait que pour tout élément A de R, il existe un élément associé, moins A, dans R, qui est tel que, quand on ajoute moins A à A d'une façon ou d'une autre, on obtient l'élément neutre 0 de l'addition. L'axiome suivant exprime le fait qu'il y a une deuxième loi, une loi de multiplication dans R. Pour tout A et pour tout B dans R, il existe un produit AB et AB appartient à R. L'axiome suivant est l'axiome d'associativité dans le cas de la multiplication. Il exprime le fait que la multiplication de trois nombres A, B, C peut se faire de deux manières différentes et donner le même résultat. A par BC est identique à AB multiplié par C. L'axiome suivant est l'axiome numéro 8, c'est l'axiome de commutativité et il exprime le fait que la multiplication, comme l'addition, peut se faire dans un sens ou un autre. AB est égal à BA. L'axiome 9 exprime l'existence d'un élément spécial, un élément appelé unité, l'élément 1, que l'on suppose différent de 0, et qui est tel que, quel que soit A appartenant à R, 1 multiplié par A est égal à A multiplié par 1, et le produit de cette multiplication a un effet neutre puisqu'il s'agit de A. L'axiome 10 explique le fait que, étant donné un A quelconque, il existe un élément particulier appelé A-1, tel que le produit de A-1 à A soit égal au produit de A par A-1, et le produit est l'élément unité 1, ceci étant vrai, bien sûr, pour A différent de 0. Finalement, l'axiome 11 est l'axiome de distributivité. Il veut dire que l'opération de multiplication est distributive par rapport à l'opération d'addition. Pour tout ABC, A multiplié par B plus C est égal à AB plus AC, et B plus C multiplié par A est égal à BA plus CA. Voici terminée la liste des axiomes de corps. Avez-vous des questions à poser à ce sujet? Oui, je voulais savoir pourquoi on appelle ces axiomes axiomes de corps. Ah, ça c'est une bonne question. La structure de corps est une structure de l'algèbre moderne, et plus généralement, un corps est un ensemble, pas nécessairement les nombres R, un ensemble sur lequel sont définies deux lois distinctes, qui ont les propriétés qu'on a envisagées tout à l'heure, c'est-à-dire que l'une des lois, en général appelée addition, est associative, commutative, il existe un élément neutre et il existe un élément opposé pour tout élément. Il y a une deuxième loi qui est une loi de multiplication, en général on la représente par une multiplication, qui est à la fois
associative, commutative, il y a un élément unité, chaque élément sauf l'élément neutre de l'addition a un inverse, et enfin il y a la propriété de distributivité de la deuxième loi, la multiplication par rapport à la première, l'addition. Vous verrez dans un cours d'algèbre, par exemple, des exemples de structures de corps qui n'ont rien à voir avec l'ensemble des réels. Avez-vous d'autres questions à ce sujet-là? Non? Eh bien, nous pouvons passer maintenant à la deuxième partie de ce deuxième bloc, où nous allons parler de relations d'ordre sur R. Les relations d'ordre sur R, encore appelées axiomes de positivité de R, sont les suivants. Axiome 12, pour tout A appartenant à R, une et une seule des trois propositions suivantes est vraie. Ou bien A appartient à R étoile plus, l'ensemble des nombres réels positifs, ou bien moins A appartient à R étoile plus, ou bien A est égal à 0. On appelle ça quelquefois l'axiome de trichotomie. L'axiome suivant, l'axiome 13, indique que quel que soit A et quel que soit B dans l'ensemble des nombres réels positifs, leur somme A plus B est réelle positive et leur produit AB est réel positif. Il y a des conséquences intéressantes à tirer de ces axiomes de positivité, relations d'ordre. Il s'agit des définitions classiques des inégalités. Première définition, on dit que A est inférieur ou égal à B si et seulement si la différence B moins A appartient à l'ensemble des nombres réels positifs ou 0. La deuxième définition exprime le fait que B est supérieur ou égal à A si et seulement si A est inférieur ou égal à B. La troisième définition nous dit que A est strictement inférieur à B si et seulement si la différence B moins A est un réel positif. Et finalement, la dernière définition d'égalité, B est plus grand que A si et seulement si A est plus petit que B. Les inégalités inférieures ou égales et supérieures ou égales sont des exemples de relations d'ordre, c'est-à-dire que ces relations sont réflexives, antisymétriques et transitives. Nous pouvons maintenant passer à une notion très voisine de celle-ci, la notion d'intervalle. Vous connaissez sans doute déjà ça, les intervalles sont des sous-ensembles particuliers de R. Nous allons envisager des intervalles fermés, ouverts, fermés à gauche, ouverts à droite, etc. Le premier intervalle de cette liste, AB, est fermé à la fois à gauche et à droite. C'est l'ensemble des nombres x de R, tels que x soit entre A et B, avec possibilité d'égalité à A et d'égalité à B. L'intervalle suivant, AB, est appelé un intervalle ouvert à gauche et à droite. C'est l'ensemble des x strictement entre A et B. L'intervalle suivant est fermé à gauche en A et ouvert à droite en B. C'est l'ensemble des x tels que x soit entre A et B avec possibilité d'égalité à A. L'intervalle suivant est très semblable, c'est AB ouvert à gauche, fermé à droite. C'est l'ensemble des x entre A et B avec possibilité d'égalité à droite en B. Ensuite, nous avons l'intervalle non borné A plus l'infini, fermé à gauche en A. C'est l'ensemble des x réels supérieurs ou égal à A. De la même manière, on considère l'intervalle A plus l'infini ouvert à gauche en A, c'est l'ensemble des x supérieurs à A strictement. Puis on a l'intervalle moins l'infini A, qui est fermé à droite en A, c'est l'ensemble des nombres réels inférieurs ou égal à A. On a de même l'intervalle moins l'infini A, mais cette fois-ci ouvert à droite en A, c'est l'ensemble des x strictement inférieurs à A. Et enfin, rappelez-vous que l'ensemble des nombres réels lui-même peut être considéré comme un intervalle non borné, l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Voilà pour la deuxième partie de notre second bloc. Et nous arrivons maintenant au dernier axiome, l'axiome de la borne supérieure, qui est un axiome un peu plus difficile. Il exprime le fait que tout sous-ensemble non vide de R qui est majoré a une borne supérieure. Alors ceci mérite quelques explications car il y a là des mots nouveaux, le mot majoré et le mot borne supérieure. Le mieux est de se reporter à la droite réelle. Voici la droite réelle. Considérons
un sous-ensemble de R, par exemple, le sous-ensemble formé de l'union entre cet intervalle ouvert ici et cet intervalle ouvert à gauche, fermé à droite, là. Voici S. Eh bien, si vous considérez un élément de R comme celui-ci, petit a, il est évident que ce petit a est plus grand que n'importe quel élément de S, qu'il soit ici ou là. On donne un nom spécial à un tel élément A, on l'appelle un majorant de S. Observez que dès l'instant où on a trouvé un majorant, tout nombre situé à droite, donc plus grand que ce majorant, est lui-même un majorant. Par suite, il existe non pas un majorant ici, mais une infinité de majorants de S. Eh bien, on donne un nom particulier au plus petit de ces majorants. On postule que pour les nombres réels, ce plus petit des majorants existe. Le voilà, et on l'appelle la borne supérieure, et on le représente par la notation sup de S. Dans le cas comme ici, où le sup de S est un élément de S, voyez, puisqu'on a affaire à un intervalle fermé à droite, au lieu de dire un sup de S, on dit souvent qu'il s'agit du maximum de S, le max de S. Maintenant, considérez un élément comme celui-ci, petit b, un réel, et vous constatez que ce petit b est plus petit que n'importe quel élément de S. On appelle ce petit b un minorant. Et bien sûr, tout élément plus petit que b sera également un minorant de S. L'axiome de la borne supérieure, modifié très légèrement, nous dit que tout ensemble non vide qui a un minorant qui est plus grand que tous les autres, un plus grand minorant, on l'appelle la borne inférieure et on le représente par infimum de S. Dans le cas où cette borne inférieure appartient à S, on l'appelle aussi un minimum et on la représente par min de S. Dans l'exemple que j'ai choisi ici, puisqu'on a affaire à un intervalle ouvert, vous voyez que ce point est bien la borne inférieure, mais elle n'appartient pas à l'ensemble S, donc ça n'est pas un minimum. Voilà pour le dernier axiome, qui est toujours considéré comme le plus difficile. Il est très utile en pratique. Avez-vous des questions à poser à ce sujet? C'est bien clair. Non? Alors, dans ce cas-là, nous allons terminer ce bloc 2 sur notre révision rapide des nombres réels. Archimède est connu avant tout comme physicien et découvreur du célèbre principe d'Archimède. Il fut aussi le plus grand mathématicien de l'Antiquité. Ses travaux ont porté notamment sur la géométrie et on le considère comme le précurseur du calcul intégral moderne. Nous enchaînons maintenant avec le dernier bloc de cette émission consacré à la notion de fonction. Ce bloc sera divisé en 4 parties. La première partie traitera des définitions et exemples. La seconde partie de la notion importante de fonction injective, surjective et bijective. La troisième partie rappellera ce qu'est la composition de 2 fonctions. Et la dernière partie sera une partie consacrée avant tout aux opérations algébriques sur les fonctions. Commençons tout de suite la première partie. Pour comprendre la notion de fonction, il faut se donner 2 ensembles. Appelons-les E et F. Le plus souvent, E et F seront des parties de R. Mais E et F pourraient être des ensembles absolument quelconques. Une fonction, représentée par le symbole F, c'est une correspondance qui associe à tout point petit x de l'ensemble E un point et un seul, petit y égale f de x, de l'ensemble grand F. On donne des noms spéciaux à E et F. E s'appelle en général l'ensemble de départ, pour des raisons évidentes, et F, l'ensemble d'arrivée. Maintenant, vous avez sans doute appris d'autres expressions à l'école. Connaissez-vous un synonyme pour ensemble de départ? Domaine? Domaine, c'est ça. Et ensemble d'arrivée? L'ensemble des valeurs? L'ensemble des valeurs. L'idée importante à retenir, c'est qu'à tout x, on associe
un et un seul y dans l'ensemble d'arrivée. Les notations pour représenter une fonction sont les suivantes. On peut utiliser ceci, f, deux points qui applique E dans f. On peut également utiliser la notation E flèche f avec le symbole fonctionnel au-dessus de la flèche. Et l'on peut également définir la fonction de la façon suivante, fonction f qui associe à x, y égale f de x. Très souvent, on commet une sorte d'abus de langage en parlant de la fonction f de x, la fonction étant définie par une formule f de x. C'est un abus de langage, évidemment, puisque la fonction et l'image obtenue f de x sont deux objets mathématiques distincts. Néanmoins, vu les habitudes, je pense que je commettrai ce genre de faute à l'avenir, et ce n'est pas après tout une faute très grave quand on sait de quoi on parle. Il y a un certain nombre de notions associées à ce type de diagramme qu'il faut bien connaître. On représente par la notation f de E l'ensemble des images f de x telles que x soit variable dans grand E. Et on appelle f de E l'image de E. On l'appelle aussi parfois l'image de la fonction f, im de f. F de E peut se représenter, c'est un sous-ensemble de f. Une autre notion très importante reliée à celle-ci, c'est la notion de graphe. Gamma indice f sera le graphe de la fonction f, ce sera par définition l'ensemble de toutes les paires x f de x lorsque l'on laisse varier x dans E. Et bien sûr, ce graphe a une représentation géométrique que vous connaissez bien, en tout cas dans le cas de fonction de R dans R. On va se servir de l'autre tableau pour tracer par exemple un exemple de graphe de fonction. Alors, voyons un graphe quelconque. Je ne cherche pas quelque chose de compliqué. Ceci par exemple, je représente sur l'axe horizontal le domaine E, je représente sur l'axe vertical l'ensemble d'arrivées F. Ce que je trace maintenant, cette partie de l'axe vertical, c'est bien sûr F de E, l'image de E. Une fonction est en général définie par une formule. Il y a des fonctions que vous connaissez très bien. Par exemple, la fonction définie par f de x égale x2, qui est la parabole, ou bien la fonction définie par f de x égale valeur absolue de x. Ça, c'est un exemple qu'on utilisera souvent. Rappelez-vous également de la signification de valeur absolue de x. Il s'agit de x. Si x est positif ou nul, il s'agit de moins x si x est négatif. Bien sûr, nous allons avoir l'occasion à l'avenir de considérer beaucoup de fonctions. Revenons au grand tableau. Je voudrais introduire maintenant les notions de fonctions injectives, surjectives, bijectives. On dit qu'une fonction f est une fonction surjective si et seulement si, rappelez-vous de ce symbole, pour tout y appartenant à grand F, l'ensemble d'arrivées, il existe un élément x appartenant à l'ensemble de départ E, rappelez-vous, il existe veut dire il existe au moins un, tel que f de x soit précisément égal au nombre y qu'on avait choisi au départ. On appelle fonction injective une fonction qui est telle que si x1 est différent de x2, alors l'image f de x1 est différente de l'image f de x2.
il y a une façon équivalente d'exprimer cette propriété. On peut dire qu'une fonction est injective si elle est seulement si l'équation f de x1 égale f de x2 implique que x1 est égal à x2. La caractéristique des fonctions injectives, c'est que si vous pensez aux intersections entre le graphe et les lignes horizontales, l'intersection se réduira au maximum à un point. Il y aura au maximum un point d'intersection ou pas de point d'intersection du tout. Une fonction sera bijective si elle est à la fois injective et surjective. Alors ça, c'est intéressant, parce que si la fonction est, disons, surjective, ça veut dire que pour tout y choisi dans f, il existe nécessairement au moins un objet dans l'ensemble de départ x dont l'image est y. Mais si la fonction est en même temps injective, cet objet de départ x doit être bien sûr unique. Donc à y, on associe un nombre x par une fonction qu'on représente par la notation f-1. C'est la fonction inverse. On aura les propriétés f-1 de f de x égale à x pour tout x appartenant à E. Et on aura également la propriété f de f-1 de y égale y, quel que soit y appartenant à f. Retenez bien pour l'avenir ces notions importantes sur les fonctions surjectives, injectives et bijectives. Passons maintenant à la troisième partie de ce bloc. Il s'agit de réviser les notions importantes de composition de deux fonctions. Soit une première fonction, f, qui applique E dans f. Une deuxième fonction, g, qui applique G dans h. Et là, on va faire une hypothèse supplémentaire très importante. On va supposer que l'image de E, donc l'ensemble f de E, qui est un sous-ensemble de f, est contenue dans G. Alors, bien sûr, le meilleur moyen de comprendre ça, c'est de faire un dessin. Je trace E, je trace f, voici la première fonction f. Je trace maintenant f de E, l'image de E. Je représente maintenant la seconde fonction, g, appliquée dans h. Observez que j'ai bien la condition f de E contenue dans G. Voici notre fonction G. Alors, si x est un élément quelconque de E, la première fonction va transporter x quelque part ici en f de x. Mais puisque f de x se trouve dans le domaine de la seconde fonction, G, cette seconde fonction, petit g, va transporter f de x en un point G de f de x. Visiblement, on est en train d'associer à tout x de E un élément et un seul de h. On définit une nouvelle fonction qui nous transporte directement de E vers h, et cette fonction, c'est G rond f, c'est la composition de G et de f. Prenons un exemple. Si la fonction f de x est égale à x plus 1, et si la fonction g de x est égale à x2, pouvez-vous me dire ce que sera g de f de x? X plus 1 au carré. C'est ça, g de f de x sera égal à x plus 1 au carré, car g de f c'est f2, mais puisque f c'est x plus 1, f2 c'est x plus 1 au carré. Bien sûr, il est possible de généraliser ceci à la composition de davantage que 2 fonctions, 3 à 4 fonctions si nécessaire. Nous abordons maintenant la toute dernière partie de ce bloc,
il s'agit de réviser un certain nombre d'opérations algébriques dans le cas de fonctions f ou g de E dans F. Il est important que ces fonctions aient le même domaine, E. Il est important aussi que E soit un sous-ensemble des réels, car on va, et F également, car on va parler d'addition et de multiplication, etc. Et cette opération, on l'a définie, dans ce chapitre en tout cas, pour les réels. Alors, on appelle fonction somme, et on la représente par F plus G. La fonction qui va associer à x le nombre f plus g de x, qui sera par définition f de x plus g de x. C'est la fonction somme. De la même manière, la fonction produit associera à x le nombre fg de x, et fg de x sera défini comme le produit f de x par g de x. Toutes les opérations élémentaires que vous connaissez sont applicables ici, dans certaines conditions. Par exemple, si on a une fonction g, on pourra considérer la fonction 1 sur g, qui à x associera 1 sur g de x, 1 sur g de x étant le nombre 1 sur g de x, pourvu que g de x, bien sûr, pourvu que g de x soit différent de 0, car on ne peut pas diviser par 0. Je vous laisse envisager les autres généralisations de ce type. Voilà qui va conclure maintenant notre section notre section de révision, cette longue révision qui a été nécessaire, je crois. Je crois qu'à l'avenir, vous serez heureux de savoir que ces concepts ont été bien définis. Nous terminons ainsi notre émission des notions mathématiques du secondaire qui nous seront utiles à l'avenir. Nous vous conseillons, d'ici la prochaine fois, d'essayer de résoudre certains des exercices de révision que vous trouverez dans le manuel. Dans la prochaine émission, nous commencerons le calcul différentiel à proprement parler en abordant la notion importante de limite d'une fonction. À bientôt.